Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Festival des bons films, podcast numéro 4. Bonjour Marc. Bonjour. Nous allons aborder les sorties ciné et DVD Blu-ray de cette semaine du 30 novembre. Alors tout d'abord, nous aborderons au cinéma les deux films d'animation qui sont sortis cette semaine. Donc à la fois le Disney, donc Vaiana, la légende du bout du monde, de Ron Clements et John Musker. Ensuite, le fameux Sausage Party qui traîne toute une polémique derrière lui, donc film avec Seth Rogen et toute sa bande. Ensuite, en vidéo, nous aborderons donc La Tortue Rouge de Michael Dudok de Witt, sorti chez Wildside. Le Bon Gros Géant de Steven Spielberg qui était présenté à Cannes cette année et donc disponible chez Metropolitan. Et évidemment The Burbs de Joe Dante, sorti le 1er décembre chez Carlotta. Et à la fin de cette émission, nous donnerons un petit mot sur le festival du PIF, donc le Paris International Fantastic Film Festival, qui aura lieu au Max Linder dans très peu de temps. Mais tout d'abord, en cinéma, donc évidemment, on aurait aimé aborder encore pendant 2-3 heures, allez 4h30 encore, le fameux Sully de Clint Eastwood. Mais bon, Marc, on a fait une émission là-dessus. Voilà, on a une bonne heure de discussion à son sujet, donc on a recentré vers davantage de synthèse. Voilà, donc on vous laisse vous référer donc à notre dernière émission où on a 15 minutes de critique, d'analyse sur Sully et tout un retour sur le personnage de Clint Eastwood. Et donc nous passons tout d'abord à Vaiana, la légende du bout du monde, donc le nouveau Disney de cette année qui sort pour les fêtes de fin d'année. Le film raconte, donc c'est l'histoire de Vaiana, donc une jeune fille destinée à hériter de la chefferie d'un petit village perdu sur une île perdue au milieu du Pacifique. Et en fait, elle va devoir se lancer à l'aventure pour sauver le monde et la nature en s'associant avec Maui, un demi-dieu qui est un peu bedonnant mais qui a encore ses super pouvoirs. Et ça marque, moi j'ai beaucoup aimé, mais toi? Moi je suis un tout petit peu dubitatif. Je sais que le film trouve un grand succès, pas que commercial, je veux dire un grand succès d'estime, notamment après Zootopie qui lui aussi avait beaucoup cartonné auprès du public et qui lui aussi m'avait laissé dubitatif. Je trouve que c'est quand même pas mal en fait, Vaiana. Je suis un petit peu sévère. C'est contrairement à Zootopie, là je trouve que pour le coup c'est une jolie aventure qui alors pour dire directement ce que je reproche au film, c'est qu'il manque grandement de psychologie. C'est-à-dire qu'on retrouve la sempiternelle quête initiatique, le voyage où l'héroïne va se trouver avec le message « Aie confiance, sois toi-même et tu triompheras de tout », etc. Que je trouve être un message un petit peu éculé et un petit peu démago que fait Disney depuis une vingtaine d'années à peu près, ou une quinzaine d'années. Et ce qui est dommage, c'est que dès que le film s'éloigne de ça, qui est vraiment le cahier des charges Disney classique qui est imposé depuis longtemps, dès que le film s'éloigne de ça et donc exploite le folklore de son univers, qui est en l'occurrence l'univers maori des îles du Pacifique, là le film devient assez intéressant parce que même si c'est une vision évidemment assez superficielle, assez édulcorée, etc., c'est quand même très exotique. Le film alors déjà est formellement somptueux. Oui, visuellement ça défonce. Ça c'est le film le plus je pense que, je vais peut-être exagérer en disant ça, mais je pense que c'est le film d'animation en 3D le plus technique, le plus visuellement ébouriffant qui est sorti des Américains depuis Tintin, qui était lui en performance capture. En performance capture. Mais et voilà, donc là on a ce film qui est formellement incroyable, donc c'est forcément tout ce qui est captation des îles, du village, de la mer, etc. en tire pleinement parti et du coup ça devient très intéressant à découvrir, d'autant plus que le film pose quelques thématiques qui sont importantes, je sais que tu les aimes et moi je les aime beaucoup aussi, sur du coup qu'est-ce que la culture du peuple maori, comment elle en est devenue à devenir ce peuple sédentaire qui ne veut plus quitter son île, qui a peur de quitter son île. Et d'ailleurs tout le premier acte du film m'a fait penser à un autre film d'animation qui est sorti il y a 3 ans, parce qu'en fait le premier acte c'est Vaiana ou Moana selon l'origine du film. Voilà, c'est en traduction. Je n'ai pas très bien compris d'ailleurs pourquoi ils ont changé.
Mais donc Vaiana, qui veut absolument quitter l'île, qui veut aller au-delà du récif que personne n'ose franchir, et son père, le chef du village, s'y oppose fermement, lui interdit. Pourquoi quitter l'île quand on y a tout, on y a le bonheur, etc. Et les noix de coco. Et les noix de coco, évidemment, les événements feront qu'elle sera obligée de partir. Et en fait, tout ceci, ça m'a vraiment fait penser au Croods qu'a sorti DreamWorks il y a 2 ou 3 ans, et qui avait exactement ce même pitch de départ, entre guillemets, qui était cette famille qui ne veut pas quitter la grotte préhistorique parce qu'ils ont peur, et qui ne veulent pas les s'aventurer dans la jungle, et qui y seront pareil forcés parce que leur survie en dépend, et il faut qu'ils retrouvent une nouvelle manière de se développer. Bah moi, étonnamment, ça m'a plutôt fait rappeler, on va dire, La Petite Sirène, parce qu'en plus des mêmes réalisateurs, parce que les gars, ils ont quand même baroudé chez Disney, ils ont fait La Petite Sirène, La Planète au Trésor, Hercule, Basile le Détective Privé, enfin, ils ont signé beaucoup de longs métrages chez eux, et en fait, moi, ça m'a rappelé le système un petit peu dans l'autre sens, puisque en fait, Vaiana, elle est attirée par le large, elle a toujours envie de prendre le bateau et de s'en aller, et pour moi ça m'a fait un petit peu penser donc à Ariel, donc dans le film La Petite Sirène, qui elle est attirée par le monde des humains et qui n'ose pas y aller, et on lui interdit d'y aller, et puis forcément les événements feront que elle sera obligée de s'y rendre, quitte à sacrifier pas mal de choses. Mais moi j'ai vraiment aimé le film, et évidemment je suis d'accord avec toi qu'on est dans la quête initiatique, un truc déjà vu et tout ça, mais je trouve que Disney sont jamais aussi bons que quand ils sont déjà dans leur rail, et ils peuvent justement exploiter d'autres thèmes. Et justement, comme ils sont dans le côté quête initiatique avec l'héroïne, on a le sidekick bizarre avec le poulet, on a le héros complémentaire qui ne ressemble pas du tout à l'héroïne, comme ça fait un peu un duo à la Laurel et Hardy, on a les méchants à combattre et les différentes péripéties et tout, et comme ça ils peuvent explorer un peu plus la culture maori, et même visuellement c'est superbe. Enfin, par rapport à toutes les dernières productions Disney, genre La Reine des Neiges, les nouveaux héros, tout ça, c'est un film qui me proposait autre chose, et autre chose de plus intéressant. Après, justement, tu parles de la culture maori. Le film s'en échappe un peu quand il quitte l'île, quand elle vogue vers le large pour donc mener à bien sa quête, qui est en l'occurrence retourner à une île qui est perdue dans le Pacifique, une pierre qui représente le cœur de la nature, qui du coup, comme cette île n'a plus son cœur, le monde se consume. Donc il faut traverser la mer. Et je trouve en fait quand elle quitte son île, on quitte le folklore qui a inspiré Disney, pour tomber dans un univers qui est beaucoup plus banal, avec des monstres qu'invente Disney, etc. Et à partir de là, moi je trouve qu'il y a beaucoup de... c'est un petit peu ce qui m'a dérangé. Je trouve le scénario du film très faible en fait. C'est-à-dire que tu as la quête, tu as ces grands points, la présentation de l'héroïne, pourquoi elle va partir, etc. Le moment où elle rencontre Maui, donc ce grand guerrier demi-dieu, et la résolution, je dirais pas de quoi il s'agit. Et entre-temps, je trouve qu'il y a vraiment du vide. Et ça rame, t'as des dialogues qui rament à fond, t'as des péripéties qui sont pas forcément mauvaises, mais qui sont vraiment sans lien avec... tu vois, par exemple, il y a une rencontre avec les pirates, des pirates Noix de Coco, qui est une rencontre qui, clairement, il y a du Fury Road, voilà, tout le monde aura remarqué. Oui, la musique, ouais. La musique, le look des bateaux, enfin bon, il y a Fury Road qui est passé par là. C'est pas nul, tu vois, mais tu sens cette rencontre qui n'a rien à voir ni avec ce qui se passe avant, ni avec ce qui se passe après, qui arrive comme un cheveu sur la soupe au milieu du récit, pour étendre une séquence et donner une séquence de 10-15 minutes d'action. Et je trouve que dans le film, comme ça, tu as une succession de moments scénaristiques qui sont pas logiques, comme à la fin, tu as une sorte de colossal Deus Ex Machina, qui est une facilité scénaristique que malheureusement tu vas venir 40 minutes en avance, et qui est franchement dommage. Et quand le film renoue enfin avec le vrai patrimoine, la vraie culture entre guillemets, même si vu par Disney, maori, là je trouve que c'est intéressant. Mais quand on retourne dans le bestiaire Disney, dans les aventures Disney, etc., je trouve le film un petit peu plus convenu, et tu vois, par exemple, du coup c'est les mêmes réalisateurs qu'Aladdin. Je trouve qu'il n'y a pas l'homogénéité qu'il y avait dans un film comme Aladdin, tu vois, qui est une sorte de vraiment une beaucoup plus grande homogénéité, même si c'est exactement la même question qui se pose dans Aladdin, puisque c'est une sorte de version totalement édulcorée de Mille et une nuits, d'un conte qui d'ailleurs n'existe pas vraiment dans les Mille et une nuits, qui est un truc qui a été plus ou moins rajouté, inventé ou retravaillé par Disney.
Et, mais voilà, dans Aladdin, il y avait cette sorte d'homogénéité. On n'avait pas l'impression que le film partait dans un délire autre, tandis que là, tu vois, le truc avec les pirates ou la tortue, etc., c'est pas forcément des mauvaises idées, mais Mais après, moi, je me suis pas forcément ennuyé, quoi. ah non, Voilà. après, t'as pas le temps de t'ennuyer. C'est juste que parfois, tu te dis, c'est dommage parce qu'ils pourraient creuser la psychologie des personnages. Et les personnages, en fait, n'ont pas de psychologie. Les personnages sont uniquement ce qu'ils représentent. Par exemple, Vaiana, elle n'a pas de psychologie. Elle est uniquement ce qu'elle représente, c'est-à-dire une sorte de grand rouage scénaristique, la fille du chef qui est courageuse, elle souhaite partir à l'aventure, etc. Ensuite, à un moment, elle manque de courage. Bon, elle se trouve elle-même exactement pareil. Maui, voilà, le grand dieu, machin. À un moment, il manque de courage, il se trouve lui-même. Voilà, il n'y a pas de psychologie dans les personnages et je trouve ça un petit peu dommage. Oui, mais bon, moi je préfère en fait qu'on propose ça aux enfants qu'un truc qui était vide de sens comme la Reine des Neiges, quoi, où c'était vide dans le décor, vide dans la psychologie et tout ça. Là, au moins, on peut se reposer sur le visuel ou même sur le sujet. Le support visuel est incroyablement magnifique. Mais bon, c'est vrai qu'il manque peut-être un petit peu de psychologie de ces personnages-là, mais on s'y attache quand même. Moi, je trouve qu'on s'y attache, et d'autant plus que Maui, il est incarné en VO par Dwayne Johnson, donc à The Rock. En plus, on retrouve un petit peu ses mimiques dès qu'il fait un petit clin d'œil et tout ça. On le voit visuellement à l'écran que limite c'est lui, quoi. On a l'impression que c'est de la performance capture, mais en fait ça en est pas. Et moi, je me suis quand même attaché à ces personnages tout au long de l'aventure et je me suis pas ennuyé. Donc moi, je pense que c'est quand même une bonne adresse par rapport à Zootopie ou les derniers films d'animation Disney. Après, bon, personnellement, Vaiana, ça va, je trouve le personnage finalement assez attachant. En fait, j'étais assez déçu de Maui, je pensais, parce que moi j'aime beaucoup Dwayne Johnson. Et j'étais un petit peu déçu en fait, parce que je trouvais pas le personnage parfois m'agaçait un petit peu, et je me suis pas attaché tant que ça. En fait, d'ailleurs, le personnage fait clairement penser à un autre personnage de Disney, et pour cause, c'est les mêmes réalisateurs, c'est le génie de Aladdin. Oui. Les deux personnages se ressemblent énormément, un dans le rôle qu'ils occupent dans la quête, deux dans le physique en lui-même, et dans l'intonation, dans toute la forme. Et j'ai pas retrouvé, par exemple, l'attachement qu'on éprouve pour le génie, etc. Évidemment, il y a des gags qui marchent, il y a sa chanson de présentation, c'est très drôle, etc. Après, il y en a d'autres, tu vois, par exemple, je sais pas ce que tu en as pensé, mais tous les gags autour des tatouages, moi, je trouvais ça pas... Enfin, en fait, c'était inventif, je peux pas nier que c'est pas inventif, c'est inventif, mais je trouvais ça pas drôle. Ah, moi, je rigolais, moi ça me faisait marrer, ce petit bonhomme. Limite, c'était la conscience de Maui qui s'exprimait à travers ses tatouages, quoi. Donc bon, ça faisait des petits gags sympathiques, et puis justement ça entretenait le rythme du film, tu vois, là où ça ramène dans l'histoire au moins, où il se reposait un petit peu sur ces gags là. Donc Vaiana, La Légende du bout du monde de Ron Clements et John Musker, donc quand même une bonne adresse. Hein, oui, puis il y a une musique sympa. Voilà, les musiques, voilà, je vais terminer là-dessus. Tiens, ce qui me dérangeait dans beaucoup de dernières productions Disney, c'est l'implantation artificielle de musique, parce qu'elles font partie du cahier des charges. Alors, c'est pas le cas dans tous les Disney, hein, mais parce qu'elles font partie du cahier des charges de Disney, de la recette classique, on va dire, recette classique à laquelle ils sont revenus depuis, je crois que c'est La Princesse et la Grenouille. Qui revenait, dernier film d'animation, et d'ailleurs qu'ils ont réalisé aussi, qui revenait vers un truc un petit peu classique à une époque où Disney les studios d'animation Disney étaient en pleine perdition, quoi. Et là, donc voilà, je trouve que ces réalisateurs-là ont entre guillemets le CV et le talent pour inclure des chansons dans le film qui, même si elles sont pas formidables, t'as pas l'impression que le film s'arrête soudainement. T'as une chanson hors sujet qui est pénible, genre La Reine des Neiges. Une chanson hors sujet qui est pénible. Voilà, c'est un peu comme dans Aladdin, justement, ça poursuit tranquillement la narration, et comme elles sont assez mélodieuses, on va pas se mentir. T'en as une en particulier même qui est très bien, qui est la chanson qui s'appelle We Know Where We Go, ou quelque chose comme ça. C'est le thème. We Know the Way. Non, We Know the Way. Et voilà, t'as une jolie chanson qui reste en tête, mais de manière pas trop pénible pour une fois. Donc au moins c'est ça, et au moins pour le joli voyage que le film représente, le joli voyage formel, cinématographique, je vais pas le bouder. Voilà, donc Vaiana, La Légende du bout du monde, Ron Clements et John Musker, nouveau film Disney de 2016.
sorti dans les salles donc le 30 novembre. Et autre film d'animation, mais là, attention, c'est pas pour les Oh là là, enfants. attention là. Hashtag manif pour tous. Oh là là, voilà. hashtag attention, hashtag interdit au moins de 25 ans. Hashtag rentrez vos saucisses. Bon, c'est pas le film Rocco, forcément. C'est le film donc Sausage Party. Donc les réalisateurs, c'est Conrad Vernon et Greg Tiernan. Donc Tiernan même. Donc eux plutôt spécialisés donc dans l'animation par ordinateur, mais derrière le film, on reconnaît beaucoup plus la patte de l'ami Seth Rogen. Donc Seth Rogen, c'est les films avec Joe D'Apato, on a Supergrave, on a This is the End, voilà, This is the End, enfin l'interview. Tous les films avec la bande de potes traditionnelle, John Hale, James Franco, qu'on retrouve également là-dedans. Et on voulait en parler quand même, Marc. Donc vite fait le pitch du film. Le pitch est voilà, donc Sausage Party, la vie privée des aliments. Voilà, c'est donc c'est l'histoire d'une saucisse qui vit dans un supermarché, une knacky qui vit dans un supermarché et dont le rêve c'est de rentrer dans un pain qui est sa petite copine. Voilà, c'est son rêve amoureux. Voilà, son rêve amoureux. Et donc ils vivent dans un supermarché où les clients sont des dieux et où être choisi par le client c'est aller vers le grand au-delà qui est les portes du supermarché et c'est le paradis. Voilà, c'est le paradis et évidemment ils vont découvrir que c'est pas vraiment comme ça la vraie vie des aliments. C'est pas leur destin. Voilà. Et donc nouveau film de Seth Rogen, auteur de comédie potache qui l'année dernière avait déjà failli déclencher la Troisième Guerre mondiale avec l'interview. Et ce coup-ci, refait scandale avec ce film d'animation. C'est bien, le type il enchaîne quand même. Voilà. C'est quelqu'un qui fait bouger les lignes. Un scandale qui est un peu con d'ailleurs en soi. C'est une tempête dans un verre d'eau là. Parce que voilà, absolument, c'est une très bonne expression. Parce que voilà, donc c'est un film d'animation et il relève entre guillemets tout le problème qu'a l'imagerie du film d'animation, pas juste pour ce film en fait, pour le film d'animation en général, qui est un film d'animation, c'est pour enfants. Voilà. Chose que nous en Europe on a beaucoup de mal je pense qu'on a beaucoup de mal à faire la part des choses. Je dis nous en Europe parce que je pense qu'au Japon par exemple ils n'ont pas la même approche. Eux ils ont toute cette culture comme déjà les mangas un peu violents et tout ça, et puis même les grands films comme Akira, Ghost in the Shell, que si tu mets un gamin devant déjà il va trouver ça super violent et ils ont les Satoshi Kon ou les Mamoru Oshii ou tu vois. Donc je pense qu'ils ont acquis cette culture-là. Nous en Europe, on a un peu de mal. Alors que paradoxalement, en soi, on ne manque pas vraiment d'auteurs ou etc. qui font des films complètement accessibles aux adultes, voire même préférentiables pour les adultes. Là, en l'occurrence, c'est fait pour les adultes parce que de toute façon, un gamin, il s'y retrouverait pas vraiment dedans avec ces histoires de saucisses qui veulent rentrer dans des pains. Mais le film dans l'absolu est pas terrible. C'est-à-dire que c'est assez mal réalisé, techniquement, c'est complètement à la ramasse. C'est vrai que ça transcende pas la mise en scène des films traditionnels d'animation. Tu sens que d'ailleurs ils ont peu d'argent, tu vois, ça se voit, le film est un peu fauché. Après, le film vaut pour son concept, comme une sorte de détournement généralisé de Pixar. D'ailleurs, une parenthèse rigolote à faire, c'est que dans je ne sais plus quelle saison des Simpsons, ils s'étaient amusés à détourner Pixar en faisant un court-métrage qui s'appelait Condiment. Où du coup c'était Pixar qui animait des pots de moutarde et des pots de ketchup et ça m'a fait un peu penser entre guillemets à la vision qu'ont eu les Simpsons quand ils ont détourné Pixar et tout le film. Donc c'est ça, c'est tout ce détournement des trucs classiques du film d'animation, de cette petite imagerie gentillette au début qui est extrêmement vite détournée par le dialogue qui est très vulgaire, le sous-texte qui est genre d'une subtilité pas... c'est très suggestif, quoi. C'est même très explicite. Oui, c'est évidemment, ça suggère même plus, quoi. Voilà, on ne peut pas passer à côté du sous-texte sexuel franc du collet du film, quoi. Voilà, alors après, je pense que le film... Je suis un petit peu partagé, en fait, sur le film, parce que dans l'absolu, je m'attendais à rien, j'ai pas trouvé ça nul, j'ai rigolé à pas mal de gags. Je pense que... Mais malgré tout ça, je pense que le film, en fait, c'est quand même pas grand-chose, dans le sens où, par exemple, il est pas aussi choquant que je pense qu'il serait. C'est un petit peu
Oui, bah c'est fait pour bouger le public puritain américain. Voilà, donc, après, bon, si voilà. on le prend dans ce sens-là, c'est vrai que ça semble marcher, tu vois, même chez nous en France. Là, il s'est fait tomber dessus par la Manif pour tous et l'association, comment ça s'appelle, Promouvoir, à propos de sa classification, parce qu'il a eu interdiction moins de 12 ans en France. Contre aux États-Unis, il était rated R, je crois. Ouais, donc ça fait interdit moins de 17. Voilà, 17 non accompagné, voilà, non accompagné. Et voilà, je pense que le film est intéressant à voir ce prisme-là, c'est-à-dire plus une sorte d'essai pour dire, voilà, le film d'animation, c'est pas que pour les gamins, on a fait une grosse provoque qui est en roue libre, mais pas tant en roue libre que je l'aurais espéré, tu vois, je pense que ça manque de... Je pense que le film, je dirais presque qu'il est trop construit, en fait. Je pense que ça manque pas de démesure, mais de liberté scénaristique. Bah, je trouve quand même que le film est assez libre et qu'il essaye d'aller au bout de son délire. Après, c'est vrai qu'ils auraient pu étendre certaines séquences, notamment avec l'humain, tout d'un coup, qui arrive à parler avec les éléments, qui est en plein trip. Moi, à ce moment-là, j'étais juste mort de rire. Et puis le personnage du chewing-gum, mais ça, on vous le laissera découvrir. À ce moment-là, moi, j'étais plié en 4. Moi, j'aurais aimé qu'ils prolongent un peu plus ce délire-là, mais après, ils sont partis dans un autre délire, justement, qui a créé la polémique par rapport à ça. Mais c'est vrai que le film est pas très joli, il est pas très fin et tout ça, mais au moins, c'est des gens qui vont au bout de leurs idées. Et moi, pour le coup, ce film-là, c'est intéressant, mais dans le contexte du public auquel il s'adresse. Parce qu'en fait, derrière ça, le film, il ne parle pas donc que de sexe, il parle aussi de l'abstinence. Parce que justement, le fameux le petit pain qui est censé sortir avec la saucisse, à chaque fois se demande on s'est touché les doigts, c'est peut-être à cause de ça qu'on a toutes ces merdes et qu'on n'a pas le droit d'accéder au paradis. Donc il y a tout ce sous-texte-là qui s'adresse aux adolescents américains qui sont dans l'abstinence, limite manipulés par l'Église catholique américaine. Et aussi, bon, les gars, ils n'y arriveront pas, mais essayer de résoudre la crise au Moyen-Orient entre la Palestine et oui, parce que voilà, il Israël. y a un personnage, il y a deux personnages. Il y en a un, c'est un bagel israélien, et l'autre, c'est un, comment ça s'appelle ? Une petite galette, voilà. une galette palestinienne homosexuelle. Et mais qui le revendique pas au début. Voilà, et bon, et du coup, évidemment, ils se détestent, etc. Bon, voilà, le film en joue. Honnêtement, le film en joue pas autant que je l'aurais pensé. Oui, ça reste un peu superficiel. Voilà, après, en fait, j'aurais presque sur ce film le même bilan que j'avais sur The Interview, enfin, l'entretien qui tue, en français. Oui. C'est-à-dire que, en soi, je trouve le concept très drôle. En lui-même, le concept en lui-même, voilà, on va pas se mentir, c'est très, dans les deux cas, c'est très drôle. Il y a des fulgurances d'humour. Par exemple, l'interview commençait avec une interview justement d'Eminem qui partait en live et qui était hilarante. Enfin, ça commençait vraiment de manière énormément drôle. Et voilà, il y a des pics d'humour parfois dans Sausage Party qui m'ont fait rire. Après, tu sens que quand même ils essaient de faire des choses, mais ça passe. Voilà, pas toujours. Par exemple, à un moment, il y a une sorte de référence au soldat Ryan. Oui. En soi, c'est rigolo, mais comme c'est quand même pas très bien mis en scène, je sais pas, je trouve que ça passe qu'à moitié finalement. Oui, c'est vrai. En fait, quand ils insistent sur les références, tu vois, à un moment, il y a un truc avec le chewing-gum, bon, j'en dis pas plus, référence à Terminator 2, on avait compris la première fois, ils sont pas obligés de mettre la musique par-dessus, ils sont pas obligés de mettre boum 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 boum. Après, ça s'adresse pas forcément à un public ultra référencé là-dedans, et puis faut faciliter un petit peu la main aux spectateurs, quoi. Mais bon, après voilà, si vous voulez voir si vous voulez voir un oignon qui fait une fellation à un radis ou une banane ou si vous voulez voir des saucisses se faire couper en morceaux autour de ça. Non, et puis si, il y a un truc aussi qu'on n'a pas dit, c'est que là où le film fait un petit peu scandale, etc., c'est notamment parce qu'il a tout son sous-texte qui est très athée. Oui. Parce que c'est aussi ça le message du film. Le film, entre guillemets, est une grande satire de la croyance, puisque les aliments portent une croyance un petit peu ridicule dans les humains qui vont les emmener dans le grand au-delà du supermarché, qui est une sorte de Valhalla
valent les aliments où ils resteront heureux jusqu'à la fin de leur vie. Puis en fait, ils découvrent que cette religion-là, en fait, ça a été inventé Voilà, par d'autres pour maintenir l'ordre. Voilà, pour maintenir l'ordre et que les aliments, je cite, ne se chient pas dessus lorsqu'ils sortent du supermarché. Et qu'ils soient heureux. Voilà, qu'ils soient heureux. Et donc évidemment, tout le film s'amuse à remettre ça en question de manière plus ou moins subtile. Je pense que c'est aussi un petit peu ça qui cause le tollé chez Manif pour tous ou chez les autres. Tu vois. Donc faites-vous votre propre avis en allant voir ou pas Sausage Party, donc de Conrad Vernon et Greg Tiernan, mais plutôt de Seth Rogen et de toute sa bande. Donc c'est un film de sale gosse, quoi. Voilà, c'est un film de sale gosse, mais il n'y allait pas avec vos gosses, quoi. Voilà, c'est plutôt un film avec des saucisses, quoi. Donc en vidéo, nous avons encore un film d'animation, décidément, c'est la semaine. La Tortue Rouge. Alors là, voilà. Par contre, là, on entre dans le top du top de l'année. Donc La Tortue Rouge de Michael Dudok-David, donc disponible donc le 30 novembre chez Wildside. Donc il est disponible en DVD, en Blu-ray, mais aussi dans une édition collector prestige limitée. Donc dedans, donc on retrouve le Blu-ray, le DVD, un artbook du film, le CD de la bande originale et également la copie digitale du film. Et ça marque, on est obligé de le voir, La Tortue Rouge. On ne peut pas passer à côté. La Tortue Rouge, donc pour ceux qui l'ont pas vu, c'est extrêmement simple à pitcher. La Tortue Rouge, c'est une variante de Robinson Crusoe. Ça commence ni plus ni moins avec un naufragé perdu en mer qui s'échoue sur une île, qui va essayer de survivre sur cette île, jamais réussir à la quitter parce que son embarcation de fortune sera systématiquement pulvérisée par une tortue rouge qui du coup le ramènera sur l'île. Et voilà, j'en dis pas plus. Ensuite, il va désespérer, essayer de comprendre un peu qui, quoi, qu'est-ce que c'est que cette tortue, qui est évidemment hautement symbolique. Et donc à partir de là, donc tu as Michael Dudok-David qui a Dudok DeWitt qui a travaillé un film d'animation qui est extrêmement doux, extrêmement simple, dans le sens où je pense que c'est ce qu'on fait de mieux nous autres Européens. Je dis ça parce que je pense que c'est un film d'animation au style très européen, très franco. Le film a été produit entre la France, la Belgique et le Japon. Justement, Ghibli, qui a eu son mot dans la direction artistique du film. Et ça se ressent parfois sur certains trucs, par exemple la tortue, je trouve. Et voilà, donc le film est extrêmement simple, il est intégralement muet dans le sens pas de dialogue. Et pour le coup, on parlait de film d'animation qui se destine à des adultes. Le film d'animation est évidemment ouvert à des enfants et il est très bien pour ça parce que c'est un très beau voyage initiatique et voilà. Mais je pense que les adultes le verront avec un immense plaisir. Ça raconte plein de jolies choses sur déjà des choses un petit peu évidentes sur la survie qui sont très bien traitées, mais aussi des choses beaucoup plus importantes sur c'est un petit peu con ce que je veux dire, mais sur la vie, sur la famille, etc. Le problème, c'est que je veux pas non plus en dire trop, parce que je veux pas trop déflorer pour ceux qui ne l'auraient pas vu, l'intrigue, voilà. Qui est une superbe mise en scène autour, un superbe style formel, qui est un style très, à la fois très rétro, parce qu'on a donc des traits au dessin, des aquarelles, etc. Et puis un style qui se mêle à la modernité, parce qu'il y a de la synthèse, il y a la mise en scène très impressionnante. Par exemple, pour moi, il y a un tsunami qui est absolument impressionnant. Et voilà, si vous voulez un aperçu plus court de ce que fait le réalisateur et de son style et des thématiques qu'il aborde, vous pouvez voir, je crois que ça dure moins d'une dizaine de minutes, même 5, 6, 7 minutes. Vous pouvez voir Le Moine et le Poisson, The Monk and the Fish. Essayez de voir ça déjà. C'est un des plus beaux courts-métrages que j'ai vus. Et si ça vous plaît, foncez sur La Tortue Rouge, et si vous l'avez déjà vu, revoyez. Voilà, parce que La Tortue Rouge, pour moi, j'ai vu ça comme un conte. C'est un conte donc sans dialogue qui s'adresse vraiment à tout le monde, tous les âges. Visuellement, c'est superbe. Et moi, j'étais complètement dedans. C'est totalement immersif parce qu'il y a un travail sur le son aussi qui est relativement incroyable. Et c'est ça qui est extraordinaire dans les films d'animation, c'est que souvent, si le visuel ne nous attache pas, il faut un gros travail sur le son, et d'autant plus que au tout début, le film s'ouvre, on est au milieu d'une tempête, au milieu des vagues, et on y croit, on est dedans, on est avec ce personnage-là qui finira par s'échouer après sur la plage. Et ce film-là, moi, ça m'a complètement retourné. Je sais qu'il sera dans mon top de l'année. Visuellement, c'est une très très bonne adresse, quoi. Et
Le gars, il a galéré en plus, je sais plus combien d'années pour le sortir. Ouais, c'est un projet de très longue date. Donc il l'avait mentionné la première fois. Il y a vraiment, je veux pas dire d'ânerie, mais je crois que la première fois qu'il a été mentionné au public, c'est-à-dire qu'il était en préparation depuis plus longtemps que ça, c'était en 2010, je crois. Puis en plus, un projet comme ça, tu te demandes comment il a pu réussir à être financé, parce que quand tu pitches le truc comme ça, c'est pas forcément évident d'avoir les financements et tout ça. Non, après il avait sa petite carrière aussi, puis il est aussi allé chercher le soutien de Ghibli. Je crois que c'est Takahata qui a encadré Alors leur rôle est un petit peu, le rôle de Ghibli est un petit peu vague dedans. Ils sont crédités à la production artistique. Mais je pense que c'est très bien d'avoir cette sorte de coproduction qui prouve que le cinéma d'animation ne se divise pas justement que entre les gros cadors japonais et les gros cadors américains, et que chez nous en Europe on a notre mot à dire avec nos petits ou nos grands talents. Alors, donc, c'était La Tortue Rouge donc, de Michael Dogdevitt, donc disponible depuis le 30 novembre chez Wildside en DVD, Blu-ray et méga coffret combo digital, tout ce que vous voulez, donc avec inclus le Blu-ray, le DVD du film, la copie digitale, mais aussi l'artbook et la CD de la bande originale qui est aussi tout aussi magnifique. 1er décembre, cette fois chez Metropolitan, on retrouve un film destiné aux enfants mais qui nous a moins convaincus, c'est Le Bon Gros Géant de Steven Spielberg. On en attendait beaucoup et finalement c'est un petit peu... Tu dis qu'il nous a moins convaincus et je sens le regret, le regret dans ta voix. Oui. Pourquoi il nous a moins convaincus? Alors on aimerait l'aimer. Voilà. Moi je l'avais vu à Cannes en plus, donc j'avais toute la hype pour le découvrir. Et il y a des passages qui m'ont plu, j'avoue, mais dans l'ensemble... j'ai beaucoup de regrets. Donc le BGG, BFG de Steven Spielberg, qui est l'adaptation d'un roman de Roald Dahl autour de la relation entre une petite fille qui est capturée par un géant des contrées perdues de l'Angleterre, d'une île imaginaire au large de l'Angleterre, et qui donc va lutter ils vont lutter ensemble contre d'autres géants plus malfaisants. Donc le film est évidemment toute une grande réflexion sur quelle est la perception, quelle perception on a de ce qu'on pense être le mal, etc. Parce qu'évidemment, au début, ce bon gros géant est présenté, au début, il fait énorme, et la fille est extrêmement petite, et finalement, c'est un personnage extrêmement tendre, extrêmement amical, the big friendly, c'est le gentil géant. Et tout le film relativise cet univers, relativise un univers où Spielberg, qui a toujours été un grand cinéaste des échelles, joue sur les échelles. C'est-à-dire qu'au début, on commence chez les humains où tout est à taille humaine. Et tout ça avec ensuite, on évolue chez ce premier géant où tout est à sa taille à lui, et donc qui est déjà 15 fois la taille humaine, avant ensuite de découvrir le monde des autres géants qui sont eux-mêmes 15 fois plus grands et qui du coup ridiculisent ce gentil, ce friendly giant, quoi. Et le film, pour une raison un petit peu inconnue, dans l'écriture, dans la réalisation, le film semble extrêmement imparfait, largement inachevé. Pourtant, l'adaptation depuis Roald Dahl a été faite par la scénariste d'E.T., qui avait travaillé sur E.T. et qui est morte, je crois, l'année dernière ou en début de cette année. Et voilà, et Spielberg a livré un film qui a des moments magnifiques, parce que évidemment c'est Spielberg, parce que je pense que c'est ce qu'on attend de lui, c'est ce qu'on attend aussi, un traitement psychologique des personnages qui racontent des choses au-delà d'une simple intrigue de c'est une petite fille qui essaie de prendre un gentil géant. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'il tend la carotte, puis il développe jamais ce film dans ce sens-là, dans quelque chose de plus profond. Le film complète une trilogie, entre guillemets, du rêve que Spielberg a entamé il y a 20 ans, avec Hook notamment, puis qu'il a poursuivi avec Intelligence Artificielle. Donc le film conclut, entre guillemets, cette trilogie autour du rêve, puisque, par exemple, à la fin de AI,
le petit garçon aller au pays où les rêves sont faits. Voilà. Et là, dans le bon gros géant, On se rend là où les rêves se sont font. faits, parce qu'en fait, on apprend que les géants sont les créateurs, enfin ce géant-là est le créateur de rêves. Et toutes ces thématiques-là qui sont ultra Spielbergiennes, ça devrait être le Spielberg par excellence. Et en plus, il y a Mark Rylance qui était excellent Voilà. déjà dans Le Pont des Espions, qui interprète donc ce Friendly Giant. Et finalement, Et bon, ça ne marche qu'à moitié, donc là, on voulait quand même en parler avec Alexis au FDBF, parce que voilà, le film nous laisse un sentiment mitigé. C'est pas raté parce qu'il a des moments de grâce absolument phénoménaux. la fin parfois, pour moi, la fin était très émouvante. la fin où bah, justement là, le moment dans le pays des rêves où il va avec la petite fille autour de cet arbre où naissent entre guillemets les rêves, il y a une séquence qui est extrêmement belle. Et voilà, et c'est tout ce film qui, c'est là aussi toute la complexité parfois quand on peut se retrouver confronté à un tel film. Est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas? C'est un film qui contient des choses formidables, on pense un Spielberg raté, mais finalement qu'est-ce qu'un Spielberg raté? C'est quand même un film qui domine, qui fait la nique à 95% des autres films. Donc Ça reste toujours mieux qu'Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, je pense. voilà. Après voilà, on en Quand avait même. déjà parlé. Moi je pense que c'est quand même un des 4 ou 5 moins bons Spielberg. Voilà. Donc, Le Bon Gros Géant de Steven Spielberg. Après, sur la même thématique, je pense qu'on peut plutôt vous orienter vers le Juan Antonio Bayona qui va sortir dans pas longtemps, donc quelques minutes après minuit, qui partage les mêmes thématiques et qui est 10 fois plus émouvant et réussi. Mais bon, allez voir quand même le Bon Gros Géant, donc sorti donc en Blu-ray 3D et DVD, parce que le film a été tourné en 3D exclusivement, même si bon, la photo de Janusz Kaminski n'est pas... C'est pas sa meilleure non plus. Voilà, C'est marrant, c'est- c'est le meilleur travail de personne. C'est pas le meilleur travail de John Williams, c'est Voilà. pas le meilleur Alors- travail de Kaminski. Voilà, donc bon, faites-vous votre propre avis donc, sur le BGG, le Bon Gros Géant de Steven Spielberg, sorti le 1er décembre chez Metropolitan. Le même jour, nous avions The Burbs, les banlieusards de Joe Dante, qui est sorti chez Carlotta, donc dans leur fameux méga coffret, c'est leur 5e. Donc il y avait eu Body Double, l'année du dragon, que je me trompe pas, Panic at Needle Park. Panic at Needle Park et Little Big Man. Et donc là, c'est le 5e coffret donc, qui reprend le film The Burbs de Joe Dante. Alors, vite fait, le pitch, c'est on est dans la petite rue, le petit coin de paradis Mayfield Place. Donc, c'est le quartier, on va dire, idéal américain, où en fait, il y a le personnage de Ray Patterson qui est incarné par encore un très jeune Tom Hanks qui est en couple avec Carrie Fisher dans le film et tout d'un coup débarque dans le voisinage d'inquiétants voisins qui viennent troubler un petit peu cette quiétude de l'American Way of Life où tout est merveilleux, tout est parfait et tout d'un coup ces voisins étranges et un peu inquiétants. On a l'impression que c'est le mec de Délivrance qui viennent d'acheter la maison et en fait tout le monde se regarde et se demande est-ce qu'on va aller les voir, est-ce qu'on va leur parler. Et en fait, le film est très très intéressant parce que c'est une comédie qui est super réussie. On a vraiment l'impression de voir un dessin animé parce qu'il y a des gars complètement absurdes qu'on pourrait très bien voir dans les Simpsons. Par exemple, à un moment, il y a Tom Hanks et son voisin, je ne sais plus c'est qui joue le rôle, mais en gros, ils vont aller sonner. Ils vont toquer à la porte et en fait en toquant à la porte il y a quelque chose qui se décroche sur le coin du mur et tout d'un coup en fait il y a des abeilles qui se libèrent et qui les attaquent. Enfin, on a vraiment l'impression de voir un dessin animé. Puis Joe Dante c'est le mec parfait pour réaliser ça. On sent que ça a complètement inspiré le cinéma de Sam Raimi sur certains plans et tout ça. Et en fait ce film là il traite derrière du fameux thème de la peur de l'autre donc le film aujourd'hui et a encore plus de résonance qu'il n'en avait à l'époque. Et il y a aussi toute cette thématique qui tourne en ridicule des missions de voisinage, de surveillance, tu vois, qui font les groupes d'autodéfense. Voilà. Les groupes d'autodéfense, ouais. Voilà. Les fameux groupes d'autodéfense. Et quand le film sort, en fait, on est vraiment Joe Dante est au sommet de sa carrière. Ouais. Voilà. On est juste après donc l'aventure intérieure et juste avant le deuxième Gremlins. Donc voilà, le gars il peut pas être plus en haut. Et donc The Burbs est vraiment intéressant et ça fait vraiment plaisir qu'ils aient fait une belle restauration donc chez Carlotta en Blu-ray. Voilà. Et juste pour signaler que Joe Dante sera à la Cinémathèque en début mars 2017. Voilà, prenez date. Voilà, prenez date parce qu'il sera le parrain du festival de la Cinémathèque
Toute la mémoire du monde, Toute la mémoire du monde, qui est un festival de films restaurés. Et donc voilà, Joe Dante donnera une masterclass, aura sa carte blanche, présentera ses films. Et en parrainant le festival, il aura comme invité d'honneur Wes Anderson. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, on va dire. Donc rendez-vous en mars 2017 pour un petit peu plus de détails là-dessus. Voilà, donc The Burbs, sorti chez Carlotta, donc en DVD, Blu-ray, mais surtout en méga coffret DVD Blu-ray, donc avec le livre à l'intérieur, c'est Les Monstres de Mayfield Place. Donc c'est un ouvrage collectif dirigé par Franck Lafont, qui était auteur du dictionnaire du cinéma de fantastique et de science-fiction, et avec évidemment plusieurs photos du film. Donc c'est le méga coffret, c'est toujours limité à 3000 exemplaires, mais c'est toujours un très beau produit à avoir chez soi dans sa DVD ou Blu-ray Tech. Alors en événement cinéma, très prochainement, donc on va avoir donc, du 6 décembre au 11 décembre le PIF, qui aura lieu cette fois au Max Linder. L'année dernière, je crois que c'était au Grand Rex. Donc là, ils ont déménagé pour le Max Linder. Donc pour tous les amoureux de cinéma fantastique qui sont à Paris et qui ne peuvent pas trop se déplacer jusqu'à Gérardmer ou à Neuchâtel. Et donc, cette année, il y a quelques très très bons films à aller voir. J'en cite quelques-uns, notamment Grave de Julia Ducournau, qui a déjà fait son gros parcours dans les festivals, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc surtout, allez le voir, c'est un film pas que féministe, mais il raconte énormément de choses derrière. Moi, j'ai mon coup de cœur, c'est Greasy Strangler. J'aurais toujours du mal avec ce nom-là, de John Huskin, c'est un ovni, tout simplement. Essayez d'aller le voir, peut-être avec un peu d'alcool, même si je ne devrais pas faire ce genre de promotion. Oh là là. Parce que c'est vraiment un film particulier. Moi, j'ai rigolé pendant une heure et demie non-stop. Ça m'est jamais arrivé, et 2 fois en plus. Et ensuite, nous avons The Mermaid de Stephen Chow. Donc un film complètement absurde, et là pour le coup il est diffusé en 3D. Normalement c'est indiqué sur le site qu'il est projeté en 3D, donc ça vaut vraiment le détour. Ça a été un méga carton en Chine. Alors c'est celui qui a battu le record le blockbuster qui a eu le plus de rentabilité en Chine. Voilà, et ce qui est quand même étonnant, c'est que dès le début du film, il critique un petit peu le système de surconsommation de la Chine qui pollue et détruit l'environnement. Donc un film à thème qui a autant de succès en Chine, ça vaut le détour. Et il y a des passages très très drôle. On est vraiment toujours dans cet univers complètement absurde avec des personnages un peu bizarroïdes, typiques de l'univers de Stephen Chow. Stephen Chow, c'était Shaolin Soccer ou Crazy Kung Fu pour ceux qui connaissent pas forcément. Et donc dans les ressorties, dans les rediffusions, on a le fameux Prince des Ténèbres de John Carpenter, qui est un monument. Enfin, même si tous les films de John Carpenter sont un peu des monuments, mais moi j'aime beaucoup le Prince des Ténèbres quand même, parce qu'on n'a pas trop l'occasion de le voir, il n'est pas disponible en Blu-ray et tout ça, non. Surtout qu'il est plus rentré dans sa carrière que, mettons, l'antre de la folie ou The Thing, etc. Voilà, donc le PIF qui sera donc du 6 au 11 décembre au Max Linder. Essayez d'aller voir le maximum de films là-dedans. Après, bon, il y a tous les niveaux de films à l'intérieur, forcément. Mais si vous pouvez aller voir donc Grave, Greasy Strangler, Prince des Ténèbres, The Mermaid, il y a aussi une rediffusion de La Fiancée de Frankenstein. Oui, il y a La Fiancée de Frankenstein en jeune public. Il y a Twin Peaks, le film voilà, de David Lynch. Il y a un documentaire sur David Lynch aussi. Il y a un documentaire sur David Lynch. Il y a Opéra de Argento qui sera d'ailleurs au festival. Dario Argento, je précise. Et donc voilà, donc il y a quelques petites choses. Puis en plus, le Max Linder Panorama, c'est plutôt une chouette salle. Et c'est un petit peu trivial à dire, mais mieux vaut donner l'information. Ils prennent les cartes UGC et ils prennent les cartes Gaumont. Voilà, donc le PIF du 6 au 11 décembre. J'espère qu'on vous a donné envie d'aller au cinéma ou de vous mettre quelques petits Blu-ray rapidement. Donc forcément, aimez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter, écoutez-nous sur Mixcloud, revoyez-nous sur YouTube et notez-nous sur Sens Critique, ou tout simplement rendez-vous sur notre site festivaldesbonsfilms.com. On vous donne rendez-vous au prochain podcast et peut-être sûrement déjà aussi à la prochaine émission, puisque notre futur tournage approche rapidement, qui sera sur Premier Contact et Denis Villeneuve. Voilà, de Denis Villeneuve, et également sur le film le cinéma de science-fiction. Allez voir des films, c'est bien, mais en voir des bons, c'est mieux. Au revoir et rendez-vous au prochain podcast ou à la prochaine émission. À très bientôt.